Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème l'appel d'offres, comment améliorer les techniques de comparaison des offres. Le webinaire sera présenté par Vincent Leroux-Lefebvre, directeur achat logistique immobilier groupe Cali Consult. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Vincent Leroux-Lefebvre à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Vincent Leroux-Lefebvre. Bonjour à tous, il est 11 heures. Le nouvel du Front des achats avec Parcours croisé. Alors, ce n'est pas un journal, mais c'est une séance autour de l'appel d'offres et des questions que vous pouvez vous poser. Comme l'a indiqué Nicolas, appel d'offres de la préparation au dépouillement. Hop. 3 grands points pour ce web séminaire, privé-public, formalisme contre souplesse. Pourquoi cette différence et quel rôle pour les achats? Alors, privé-public, formalisme, une différence fondamentale. Comme vous devez peut-être le savoir, il n'y a pas d'obligation d'appel d'offres dans le cas des marchés privés, à la différence des marchés publics. La procédure appel d'offres privé, souvent, suscite de nombreuses questions, alors que le Code des marchés publics et la directive européenne font office de loi et de règlement pour les appels d'offres. Et entre autres, une obligation légale de réponse, d'information, de délai et de formalisme. De ce fait, les règles pour les appels d'offres de marché public sont très spécifiques. On y reviendra si vous avez des questions par rapport à ça et sur la pratique que certains peuvent en avoir. Dans le cadre des marchés privés, il n'y a pas de standard. Vous êtes maître de votre standard. C'est une appellation au regard de pratiques réalisées par des directions achats pour pouvoir récupérer un certain nombre d'informations qui ressemblent à une mise en concurrence au même titre que pourrait être une comparaison de devis. Mais c'est là où on va beaucoup plus loin. Dans le public, vous avez un certain nombre de documents obligatoires qui s'empilent, comme vous pouvez le voir, qui s'étagent, qui vont être l'avis de marché, le CCAG, le CCTG, les bordereaux de prix, qui feront office d'éléments contractualisants, le règlement de consultation, les documents en eux-mêmes de la consultation, ainsi que toutes les pièces autres qui peuvent se rajouter. C'est-à-dire que d'autres cahiers des charges, spécificités, même fiscales, vont pouvoir agrémenter les marchés publics et donner corps. Quand je dis corps, un corps de plusieurs pages, plusieurs dizaines, voire centaines de pages, pour la réalisation des marchés publics. Les documents d'appel d'offres pour les entreprises, à contrario, vont tourner autour de 2 pièces bien spécifiques, qui sont le cahier des charges techniques et ou fonctionnel. Vous pouvez avoir les deux, vous pouvez avoir que du fonctionnel, vous pouvez avoir que du technique, vous pouvez avoir un peu des deux. C'est ce qui sera l'émission du besoin par l'ensemble des participants, des parties prenantes à l'achat, bien sûr, le client interne final, voire le client du client, le prescripteur, mais toute autre fonction même de l'entreprise qui aura un intérêt à participer à ce qui est des charges. Le document de consultation, il est évident que pour pouvoir consulter, il est bien que tout le monde ait les mêmes règles et tout le monde puisse s'affranchir des mêmes obligations. C'est un principe de concurrence. C'est un principe de concurrence qu'on retrouve dans le droit à la concurrence, mais aussi en droit commercial. Et bien sûr, un magnifique outil qui est la grille de réponse. La grille de réponse, c'est ni plus ni moins que l'outil pour les acheteurs pour pouvoir gagner du temps. Et on verra un exemple de ce que ça apporte au titre même de cette souplesse et de la façon dont vous pouvez l'utiliser. Pourquoi cette différence? Comme je l'ai indiqué, le Code des marchés donne des dates impératives et des modes de participation contraignants. Alors, contraignants, si vous êtes en dehors des clous, en tant que répondant ou en tant qu'émetteur, votre appel d'offres devient infructueux. Infructueux voulant dire que vous recommencez ou il n'y a pas de marché.
Donc, je sais que aux achats, nous aimons travailler, nous aimons faire et refaire, un peu comme les légionnaires. Et dans ce cadre-là, s'il devient très compliqué de fonctionner avec des marchés qui sont infructueux ou qui ne trouvent pas d'allocataires. Pour les appels d'offres privés, c'est l'acheteur qui fixe ses propres détails, même les détails du mode de consultation, ainsi que l'ensemble des pièces qu'il pourra demander. Une des choses merveilleuses dans notre métier d'acheteur, c'est qu'on a le droit de tout demander. Les fournisseurs ne sont pas obligés de nous répondre. Mais on sait très bien qu'un fournisseur qui ne répond pas a forcément moins de chances de pouvoir être préféré. On est donc dans une dualité qui, d'un côté, sur un marché public, est extrêmement rigoureux versus une interprétation qui peut justement être un peu plus légère. Après, vous, en tant qu'acheteur, c'est à vous de fixer vos propres règles. Bien sûr, il faut qu'elles soient les mêmes pour tout le monde. C'est un principe d'éthique. Et bien, le rôle des achats dans cette activité. Ah, excusez-moi juste un instant. Alors, le rôle des achats pour un appel d'offres, qu'il soit privé ou public, se résume en 6 grandes étapes. La rédaction du cahier des charges, et donc charge à vous, non pas d'écrire le cahier des charges, mais de superviser ces opérations, de pouvoir appeler l'ensemble des parties prenantes, leur poser toutes les questions, et ne pas hésiter à les benchmarker pour pouvoir obtenir le meilleur cahier des charges. Quand on dit le meilleur cahier des charges, c'est celui qui répondra le mieux aux besoins exprimés et surtout sur lequel vous aurez la plus grande facilité à avoir des réponses de la part des potentiels fournisseurs qui répondront. C'est au sein même de ce cahier des charges, c'est même dans le cadre des achats privés, c'est créer un allotissement. Vous pouvez décider avec vos clients internes de ne pas tout confier au même fournisseur. Vous avez des projets informatiques, vous pouvez très bien décider de confier la partie tierce maintenance applicative à un opérateur autre que celui qui a installé ou réalisé votre projet. Et là, vous allez rentrer dans un élément fondamental qui est la définition des critères de choix. Les critères de choix sont quelque chose qui doit être partagé par tous. Car s'ils ne sont pas partagés par tous, et que ce soit en privé comme en public, vous n'aurez pas l'acceptation et vous ne serez pas en mesure d'évaluer au plus juste le fournisseur. Ces critères de choix, on les verra, ça fera sûrement l'objet de questions, ne sont pas forcément résumés au prix. Même si les achats sont là pour faire économiser, le mode de présentation du résultat final fait partie des critères de choix. Vous l'avez dû l'expérimenter depuis déjà quelques années. Les critères RSE deviennent de plus en plus prégnants dans les appels d'offres, privés comme publics, et donc ces réponses doivent être intégrées et le fournisseur doit pouvoir clairement présenter des références dans ce domaine-là. Et après, c'est là où, pour le coup, il y a vraiment une différence entre marché public et marché privé, c'est le choix des soumissionnaires. Bien sûr, dans le cadre des marchés publics, la procédure veut que tout le monde puisse y répondre suivant des critères minimums définis. C'est à peu près le même principe que vous avez dans la partie privée. Alors, à la différence près, c'est que l'acheteur dans le monde du public ne peut refuser une candidature qui répond à ces critères-là. Vous pouvez, vous, en tant qu'acheteur du privé, refuser ou limiter la consultation à un certain nombre. Ce qui fait que le travail s'en trouve soit plus simplifié, soit parfois beaucoup plus allongé dans les délais de traitement, entre autres dans le cadre des marchés publics. Et après, vous passez à la diffusion de cet appel d'offres, et cet appel d'offres répondra, bien sûr, alors, soit sur les plateformes gouvernementales quand on est sur de l'achat public, soit sur des marchés d'appel d'offres privés. Il existe des plateformes, il existe un certain nombre d'associations, voire même d'entreprises d'intelligence économique qui sont capables de mettre en avant l'opportunité que vous offrez sur le marché pour pouvoir répondre aux besoins même définis dans le cahier des charges
est défini en association avec les parties prenantes. Et de là, eh ben, je dirais que le plus gros du travail est fait, même si ça paraît très simpliste. Il vous restera l'analyse des offres et l'évaluation des offres. Et c'est là où, pour le coup, le dépouillement devient prioritaire. Alors, suivant certains marchés publics, vous pouvez avoir des procédures de dépouillement spécifiques. Quand vous travaillez avec des sociétés qui sont sur le marché américain, elles peuvent mettre en place certaines pratiques d'enveloppe scellée, de connaissance de l'ensemble des intervenants de l'entreprise qui répond pour pouvoir justement accepter l'offre. Dans le cadre des marchés publics, ce sont les délais qui vont fixer les analyses de l'offre et les critères qui auront été définis en amont, sachant que ceux-ci ont été logiquement publiés. En cas de non-publication, l'appel d'offres peut être jugé infructueuse dans le domaine du marché public par les participants. Comme je vous l'ai dit, c'est le travail qui paraît le plus simple. Malgré tout, il est le plus complexe. Si votre grille en amont n'a pas été fait avec pertinence et que les fournisseurs n'ont pas répondu clairement sur ce support, là commence la complexité du travail. Donc l'acheteur, de son côté, mais pas que de son côté, en présence des autres parties prenantes, va évaluer la pertinence des propositions, leur adéquation avec les besoins, en analysant tous les critères. Et même si c'est dans le cadre d'un appel d'offres fonctionnel, vous ne serez pas en mesure de juger tout, et c'est pour ça qu'il faudra que ce soit en association avec les autres parties prenantes. Et bien sûr, la partie prix. Donc pour ceux qui sont habitués à la norme ISO 20400, qui s'appelle la norme qui touche les achats durables, la notion de coût total de possession, TCO en anglais, ou coût global, doit être pris en compte. Un juste prix n'est pas le moins disant. Il doit être considéré comme le mieux disant. Et à partir de là, suivant les projets et selon l'entreprise, c'est l'acheteur avec les clients internes, avec ses prescripteurs, qui seront capables de pondérer les autres critères d'évaluation qui vont servir au dépouillement de l'offre. Mais pour pouvoir vraiment analyser ces offres, il faut une grille. Et cette grille, elle est fondamentale. Elle est fondamentale puisqu'elle fait partie des premières étapes que vous créez avec vos clients internes. Et elle définit, avec les parties prenantes, votre meilleur outil. Elle va vous permettre de dissocier les critères de sélection par famille. Vous pouvez avoir plein de critères de sélection et qui seront propres à votre demande. Et que ce soit marché public ou marché privé, c'est ce qui mettra en place. Je reviens un instant sur la partie RSE. Vous pouvez très bien considérer que l'impact RSE de vos fournisseurs doit être les éléments qui vont gérer la note principale. Alors, ce n'est pas forcément toujours le cas. On sait très bien dans les marchés publics qu'il y a une recherche de performance du prix. C'est évident. Mais il n'y a pas que ça. Et puis, autre élément de cette grille, pour vous en tant qu'achat, en tant qu'arbitre de cette consultation, de cette mise sur le marché, vous allez obliger les fournisseurs à vous répondre sur vos supports. Vous savez très bien vous avez déjà expérimenté le fait que les fournisseurs ont tendance à répondre sur leur support. Le fait d'avoir mis en avant ce support, même si la construction peut avoir été un peu laborieuse, va vous faire gagner un temps précieux, un temps précieux pour vous, mais aussi pour ceux qui vont analyser les offres avec vous, vos clients internes. Et élément bien clair, c'est que dans le cadre d'un dépouillement sur un appel d'offres, si le prix n'est que le seul critère de sélection, ce n'est pas un appel d'offres. C'est une mise en concurrence. Vous cherchez à connaître un prix ou vous cherchez à avoir un prix. Les autres conditions qui seront derrière ne vous intéressent que très peu.
Là, je vais vous présenter une grille d'analyse, justement, comment elle peut être construite. Ça veut dire que, et je l'ai indiqué, c'est que sur la base des critères RSE, mais pas seulement, vous avez des éléments d'analyse budgétaire, des éléments d'analyse qualitative. Vous allez pouvoir aussi avoir une évaluation de la soutenance qui sera faite par les fournisseurs afin d'obtenir une pondération, et c'est vous qui allez gérer cette pondération en faisant référence clairement aux questions qui ont pu être posées dans votre cahier des charges. Vous voyez ici que dans cette grille-là, vous avez le 1, 2 et 3. Ça fait référence à des éléments qui sont posés dans l'ensemble du cahier des charges et l'ensemble des facteurs que vous allez évaluer, avec plus ou moins d'importance. Vous voyez ici que la partie budgétaire ne représente que 30%. L'évaluation de l'offre et la présentation des offres représentent 12%. C'est l'analyse qualitative qui, pour le coup, sera mise en avant dans le cadre de cette recherche de fournisseurs pour un marché. Voilà sur la partie slide. Alors, ce n'est pas une mission impossible. Et cette bande ne s'auto-détruira pas dans les 3 prochaines secondes. Mais ça doit permettre de vous poser la question de, quand je construis mon appel d'offres, quel est l'élément le plus important et qu'est-ce que je vais chercher à faire passer dans cette soutenance de marché, que ce soit vers les fournisseurs comme pour les clients internes. Est-ce que je vais juste chercher un prix? Et comme je vous l'ai indiqué, dans ces cas-là, ce n'est pas un appel d'offres, c'est juste une mise en concurrence. Ou est-ce que je cherche à évaluer l'ensemble des éléments de la relation qui vont driver ce marché sur plusieurs années et pour pour des montants importants au vu de la stratégie achat de l'entreprise. Voilà. Alors, merci beaucoup, Vincent. J'ai peut-être été un peu rapide, je suis désolé. Ne t'inquiète pas, on va passer aux questions, ne t'inquiète pas. Merci en tout cas pour cette présentation riche en enseignements. Alors, nous avons effectivement quelques questions, mais n'hésitez pas à en formuler d'autres, hein, bien évidemment. Vous pouvez continuer à utiliser l'outil chat pour les poser. Première question, n'y a-t-il pas confusion entre le cahier des charges et l'expression de besoin? Car pour le cahier des charges, ça inclut beaucoup plus de choses que juste l'expression de besoin et il est entièrement à la charge de l'acheteur. Alors, pour cette question, je peux répondre maintenant tout de suite. Oui, vas-y, bien Très bien, sûr. OK. Alors, l'expression de besoin, elle doit être partagée, elle doit se retrouver dans le cahier des charges. On ne peut pas avoir un cahier des charges, juste une expression de besoin. Autrement, si on a juste une expression de besoin, on risque vite de tourner en rond. Et quand je dis tourner en rond, manquer de précision et manquer d'informations autour du besoin. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le cahier des charges. Est-ce que ça répond à la question dans ce sens-là? Alors, on va attendre la réponse dans le chat. En attendant, je passe à une autre question qui était, bonjour, dans votre exemple de grille, comment faites-vous pour donner la note? Il s'agit là de noter la qualité de la réponse et non sa présence. Alors, dans la grille, je vais revenir dessus. Là, vous avez, bien sûr, vous notez la réponse physique de l'offre et l'ensemble des réponses qui sont faites par le fournisseur, mais vous pouvez noter en complément, clairement, lors d'une présentation, la réponse du fournisseur. Cette grille, elle doit pouvoir fonctionner de la même façon, que ce soit dans une réponse écrite ou dans une réponse présentée devant un panel de clients internes et de vous-même.
Alors, merci Vincent. Donc, alors, oui, tu posais si ça, la question si tu avais répondu donc à la question précédente. La réponse est oui, tu as donné la réponse attendue. Alors, nous passons tout de suite à une autre question. Par exemple, peut-on communiquer la grille d'évaluation des offres aux soumissionnaires? Moi, je vous invite à la communiquer. Plus vous serez transparent en achat, plus vous indiquerez les critères attendus de réponse, plus les réponses seront pertinentes et vous feront gagner du temps. Je suis, comment dire, je suis, je suis un paresseux. Voilà, tout ce qui me permet de gagner du temps. Et c'est la même chose que dans une cotation, me permet d'avancer donc plus vite. Et donc, je suis partisan de communiquer cette grille de cotation. Très bien. Alors, une autre question. Y a-t-il un modèle type de restitution des résultats auprès des sociétés non retenues suite à un appel d'offres privé? Alors non, il n'y a pas de modèle type. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. J'ai l'habitude, moi, de répondre à l'ensemble des soumissionnaires en leur donnant la note moyenne qu'ils ont eue, comment ils se positionnent. Et voilà, je ne leur dis bien sûr pas face à qui ils se sont positionnés. Et j'explique la base des critères. Mais de toute façon, les critères ont été communiqués en amont dans cette grille. Donc, ils sont tout à fait à même de voir pourquoi ils ont eu une note moins bonne à ce niveau-là. Justement, je précise ce que indique Patrick, que je connais. Bonjour Patrick. Oui, c'est une obligation dans le public. Vous ne pouvez pas faire dans le public, tu vois, vous ne pouvez pas répondre à un appel d'offres et vous ne pouvez surtout pas, vous, acheteurs du public, évaluer un appel d'offres sans avoir indiqué l'intégralité des critères. Et si par hasard vous en aviez oublié, eh ben, ça pourrait rendre l'appel d'offres infructueux. C'est dommage d'être obligé de recommencer. Alors, effectivement, ce serait dommage. Alors, une autre question. Alors, peut-on savoir un peu plus sur les plateformes privées d'appel d'offres? Y a-t-il des liens ou des noms de plateformes? Bon, voilà. Alors, vous avez des sociétés, entre autres d'intelligence économique, dont c'est le métier, puisqu'elles vendent ces informations-là aux différents soumissionnaires. Donc, vous pouvez les trouver, elles ont pignon sur rue, entre autres sur les projets informatiques, et elles vont aider à obtenir une diversité des réponses. Voilà, je prends par exemple une société qui se trouve au Canada et qui répond au marché français. Il s'agit de Percy Miller. D'accord. Une autre question. Communiquer la grille ne risque pas d'orienter les réponses des soumissionnaires? Alors, j'espère que ça va orienter la réponse des soumissionnaires parce que justement, on doit pouvoir les évaluer. Si on prend par exemple stabilité financière, le fait qu'ils communiquent leur bilan et donc la stabilité financière vous permet de vous assurer déjà de ne pas faire un choix par défaut ou de ne pas contractualiser à une entreprise qui ne répondrait pas à vos standards. D'accord. Alors, j'avais reçu aussi une question en privé. Le prix est certes un critère important, mais pas uniquement. Comment fait-on pour évaluer la force des autres critères? Alors justement, c'est à vous de voir avec vos clients internes. Bien sûr, vous, en tant qu'acheteur, ce qu'on va vous demander, c'est d'être le plus opportuniste sur le prix. Mais il faut intégrer cette notion de prix final. Si vous avez une direction stratégique ou une direction de votre entreprise qui veut forcément travailler avec un autre fournisseur, ça fait partie du choix politique et c'est lui qui doit le mettre en avant. Vous ne pouvez pas être, vous allez être garant de l'analyse de cette grille-là et des critères qui vont être mis en avant. Mais ils doivent être discutés avec l'ensemble des parties prenantes. On pourrait très bien avoir, alors, et ça s'oriente vers la RSE, l'obligation du retraitement des déchets dans n'importe quel appel d'offres quasiment. À vous de voir si c'est important ou pas important et dans quelle mesure il va impacter le coût global de la prestation. Donc c'est pour ça que cette grille doit se faire à l'aune, bien sûr, de vos parties prenantes et de leurs attentes, mais aussi d'une vision d'un coût global. Alors, Vincent, une autre question.
Dans votre exemple, vous donnez la note maximale par critère. Mhm. Comment faites-vous pour donner une note qui ne soit pas maximale? Comment arriver à justifier cette note auprès du candidat? Alors, si vous êtes seul juge, il est évident que c'est compliqué de pouvoir justifier. Alors que si vous êtes, alors, sans même parler d'un principe d'intelligence collective et en se basant sur le calcul de la note moyenne, si vous êtes plusieurs à avoir répondu, c'est-à-dire que vous êtes capable de justifier cette note mise par l'ensemble des personnes qui ont évalué. Il est arrivé d'avoir des appels d'offres, on avait 18 votants. Et c'est assez mécanique, il se dégage toujours une note à toujours à peu près les mêmes critères. Et ça, je dirais que c'est sur la note d'évaluation, que ce soit sur la performance lors de la présentation de l'offre, comme sur la réponse et l'analyse de la réponse. Autre point, et c'est un conseil que je vous donne, c'est quand vous évaluez une note, quand vous évaluez une offre financière, vous pouvez passer par une équation qui s'appelle une droite de régression. Alors, n'ayez pas peur, elle existe de façon native dans Excel et elle vous permet de pouvoir donner la note suivant la réponse économique qui a été faite, le budget et les variations de budget que vous avez discuté avec vos parties prenantes afin de donner la meilleure note au dixième de point près. D'accord. Alors, merci Vincent, hein. Ça prouve qu'il y a, en tout cas, toutes ces questions prouvent que le sujet intéresse. Alors, nous avons Patrick Oui, qui intervient. il Et a tout à fait sinon, raison, Patrick. c'est ça. Sinon, il peut être intéressant de définir en amont quelle réponse donne quelle note. Voilà. Sur les critères de stabilité financière, vous pouvez très bien considérer que soit vous travaillez sur un ratio économique, soit vous travaillez sur une profitabilité. L'avantage des achats, que ce soit dans le privé ou dans le public, cette grille, elle est limitée que par votre créativité. Donc, vous pouvez être créatif sur l'ensemble des points. Sur une couverture assurance, vous pouvez considérer que vous êtes sur un risque business et plus la couverture assurance est forte de votre prestataire que vous allez évaluer, plus la note sera élevée, avec un seuil maximum. Alors, donc Nathalie qui te remercie pour le conseil et qui va essayer dans une prochaine consultation de l'appliquer. Elle précise, je travaille pour un établissement public et le plus difficile pour les services qui analysent les offres de donner une note sur l'aspect technique des offres. Donc, je travaille pour un établissement Mhm. public et le plus difficile est de donner pour les services qui analysent les offres, de donner une note sur l'aspect technique des offres. Mais je pense que vous pouvez travailler avec vos parties prenantes et entre autres ceux qui sont directement impactés par le résultat technique attendu pour évaluer la réponse, évaluer une note moyenne. Si vous êtes seul dans votre coin à évaluer techniquement, c'est comme si on vous demandait d'évaluer une œuvre d'art. Je suis persuadé que nous n'avons pas les mêmes goûts et nous n'avons pas le même référentiel. Donc, si vous n'avez pas un référentiel soit établi par ces services techniques, soit par vous avec ces services techniques, il est évident que ce sera très dur de justifier. Alors, nous allons passer à une dernière question Bien sûr. que j'ai reçue aussi en privé. Vous parlez d'appel d'offres, mais y a-t-il des spécificités suivant les marchés? Alors justement, oui, il y a une spécificité. S'il y a bien un marché bien spécifique sur lequel, pour le coup, vous avez un référentiel, et là, je profite qu'on soit dans un webinaire AFNOR, c'est de pouvoir aller sur la norme qui concerne la partie marché, et entre autres marché privé. C'est la norme NFP 03-001, la version 2017, qui sont le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiments. Et là-dessus, vous aurez un certain nombre d'éléments. Je vous laisse en prendre connaissance. Et elle va donc travailler sur le CCAG, qui pour le coup s'applique autant dans le marché privé que dans le marché public. Dans le marché privé, il ne s'applique pas de facto, à la différence des marchés publics, mais il vous permet de vous en inspirer et de pouvoir mettre ça en avant au sein de vos appels d'offres.
Alors, merci Vincent. Donc, nous avons à nouveau un co-animateur, Patrick, qui intervient et qui dit, Vincent, il faut peut-être préciser que cette grille n'est pas finie. On peut par exemple intégrer les notions d'innovation ou de Parfait. relation passée avec le fournisseur. Voilà. Vous pouvez même intégrer la note Ecovadis si vous allez. Alors, il est vrai que la plupart des grands marchés, hein, que ce soit travaux bâtiments ou même marché public, se basent maintenant sur des notations RSE et vont intégrer ça. Donc, vous pouvez très bien avoir en complément la notation Ecovadis qui peut être pondérée, la recherche de certification. C'est- la grille n'a de limite que votre et ne prenez pas ça pour une insulte, étant moi-même acheteur hein, et directeur des achats, votre folie mentale de vouloir connaître de l'information et avoir la meilleure information, la plus fine possible sur vos fournisseurs et pour être sûr de faire le meilleur choix. Très bien, Vincent. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses précises. Malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous serions bien restés effectivement ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. N'hésitez pas à rejoindre les 4 groupes de discussion dédiés aux achats sur Parcours Croisé afin d'y retrouver les publications de nos experts, mais également pour pouvoir les commenter, les liker ou publier vous-même, bien évidemment. Je vous remercie encore d'avoir suivi ce webinaire et je remercie Vincent Leroux-Lefebvre pour sa présentation. À bientôt. N'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé. Merci à tous et bien sûr, vous pouvez poser vos questions complémentaires sur Parcours Croisé. J'y répondrai avec plaisir. Tout Vous à me fait. contactez par d'autres moyens de réseaux sociaux habituels. Tout à fait. Merci Vincent. Merci à tous. Très bonne journée à tous. Merci.